Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Paris, à la veille du Forum franco-africain, une fondation pour réinventer le lien économique entre la France et l'Afrique, ou plutôt entre l'Afrique et la France, car il faut éviter toute proximité, même linguistique, avec les années troubles de la France-Afrique. Est-ce que cette fondation, qui sera inaugurée demain, pourra réellement jeter de nouvelles bases? On en parle avec notre invité Abdourahmane Cissé, le ministre ivoirien délégué au budget. Les Congolais perdent patience. Internet n'a été que très partiellement rétabli à Kinshasa après les émeutes de la mi-janvier. Impossible de surfer sur le téléphone portable. Un handicap pour la population. Une lourde perte économique pour les opérateurs. Yassa, Mafé, Tiep, la gastronomie africaine tente de se faire une place sur les tables de France. Pour l'instant, encore à l'écart des grands restaurants, des chefs issus du continent commencent à se faire un nom. Portrait du pape de la cuisine africaine à Paris, Belaola. Le Forum franco-africain pour une croissance partagée, il démarre demain à Paris. 4 chefs d'État africains, une cinquantaine de ministres autour du président Hollande et de plusieurs de ses ministres français. L'objectif annoncé lors du précédent sommet il y a un an, c'est de dépoussiérer les relations économiques entre l'Afrique et la France en tournant le dos aux années controversées de la France-Afrique. La France mise sur de nouveaux outils comme la Fondation franco-africaine pour la croissance qui va être officiellement inaugurée demain. Ce sera un réseau social d'échanges entre acteurs privés et public axé notamment sur la formation. On en parle tout de suite avec notre invité, le ministre ivoirien délégué au budget, Abdourahmane Cissé. Bonsoir. Bonsoir Madame Simonet. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, donc ce nouveau terme, hein, la croissance partagée entre la France et l'Afrique, est-ce que vous y croyez en la sincérité de la France? Est-ce que Paris ne cherche pas à rattraper ce qu'il a perdu finalement, hein, puisque, juste 2 chiffres, hein, Paris a vu sa part de marché sur le continent fondre de moitié entre 2002 et 2012, et aujourd'hui l'Afrique dégage 4 fois plus de croissance que l'Europe. Est-ce que Paris est vraiment sincère quand elle cherche un échange gagnant-gagnant? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une logique de gagnant-gagnant. Et là, le thème du forum le pose bien, c'est croissance partagée. Donc aujourd'hui, pour avoir une croissance partagée, il faut bien entendu que les 2 parties s'accordent. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons notamment, je parle de la Côte d'Ivoire, qui fait partie de l'Afrique, qui représente 40% de la zone UEMOA. Nous avons aujourd'hui un leader, un chef de l'État, qui a une vision claire de ce qu'il recherche. Donc, basé sur cette vision-là, nous savons exactement ce que nous attendons en termes de croissance. Et c'est sur cette base-là que nous pensons qu'aujourd'hui, compte tenu de la vision claire établie de la part de la plupart des chefs d'État africains, nous savons exactement ce que nous attendons de cette relation. Donc vous savez ce que vous voulez, vous faites confiance à Paris, mais qu'est-ce qui peut attirer finalement chez les investisseurs français la Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce qu'elle est intéressée par les Français plutôt que par des Chinois, des Turcs, des Brésiliens? Qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Aujourd'hui, nous sommes dans une logique complètement transparente et complètement ouverte. Donc, si je prends la Côte d'Ivoire, l'ensemble des marchés publics que nous faisons au cours de l'année est complètement transparent et ouvert. Et nous avons avec la France un partenaire de choix. Déjà, la langue fait partie des choses que nous partageons. Et justement, l'occasion, ces forums, comme le Forum franco-africain pour la croissance partagée, permet de mettre en relation les États africains avec les différentes entreprises françaises, de sorte à ce qu'on puisse aussi réfléchir ensemble aux différents projets pertinents que nous comptons faire. Alors vous êtes jeune, vous avez 33 ans, vous êtes le plus jeune ministre du gouvernement. Mais est-ce que ces années troubles, ces réseaux troubles de la France-Afrique, est-ce qu'elles sont vraiment derrière nous? Est-ce qu'on n'essaye pas finalement de nous resservir le même plat, mais avec un autre intitulé? Mais déjà, je profite de l'occasion pour remercier de signaler que je suis jeune. Cela prouve déjà qu'aujourd'hui, nous avons des chefs d'État, donc notamment le président, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui croient en la jeunesse. Qui dit croire en la jeunesse, dit croire au changement. Au changement, à une jeunesse qui peut apporter quelque chose de nouveau. Donc nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle dynamique d'échange avec la France et l'Afrique, la France et la Côte d'Ivoire. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons un cadre complètement nouveau qui permettra d'aller de l'avant. Cela ne veut pas dire que ce qui se faisait par le passé n'était pas bon. Cela veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, avec les leaders que nous avons et les bases que nous avons aujourd'hui, nous comptons vraiment aller de l'avant avec des leaders comme son Excellence, M. Alassane Ouattara. Est-ce qu'on peut imaginer dans l'autre sens, hein, puisqu'on parle beaucoup d'investissements français en Afrique, mais que des entreprises, ivoiriennes notamment, mais africaines, il y en a, des entreprises à succès, viennent investir sur le continent et notamment en France? Cela est possible.
cela est possible. Nous pensons qu'aujourd'hui, avec la croissance que nous avons, parce que nous avons une croissance relativement forte, nous verrons dans les deux sens des échanges qui se feront. Donc des entreprises qui viendront, comme des entreprises qui viendront de la Côte d'Ivoire vers la France, comme de la France vers la Côte d'Ivoire. Parce que quand vous regardez, par exemple, au niveau de nos importations, nous avons des importations et des exportations relativement importantes. Donc nous importons aujourd'hui, lorsque vous regardez la balance commerciale, elle est dans le sens de la France. Donc nous avons une balance commerciale qui est environ de 400 millions d'euros en faveur de la France. Cela veut dire qu'il y a toujours de la marge. Donc nous pouvons avoir des entreprises ivoiriennes qui peuvent aussi aller un petit peu plus de l'avant. C'est ce qu'on souhaite en tous les cas à l'Afrique et à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On va continuer de parler économie. On va prendre la direction de la République démocratique du Congo. L'économie qui pâtit souvent des situations de crise. Et c'est le cas à Kinshasa. 2 semaines après les manifestations contre le président Kabila, le gouvernement continue de bloquer l'accès du grand public aux SMS et à Internet. Une situation dénoncée par les opposants, mais aussi par les acteurs économiques. Laure Manant. Officiellement, les télécommunications ont été rétablies en République démocratique du Congo. Officiellement, seulement, affirment les habitants, qui n'ont toujours pas accès aux SMS ou à l'Internet mobile. Un vrai handicap au quotidien. Mais avec SMS, vous pouvez échanger longtemps et avoir toutes tes précisions avec tes correspondants. Donc c'est faire souffrir encore davantage cette population. Mi-janvier, l'opposition a organisé des manifestations pour empêcher le président Kabila de modifier la Constitution et de se maintenir au pouvoir au-delà de son mandat, qui doit s'achever en 2016. Les défilés ont dégénéré en émeutes et en pillages, faisant une 40aine de morts selon les ONG des droits de l'homme, 27 selon le gouvernement. Le pouvoir affirme que les réseaux sociaux ont mis de l'huile sur le feu et que couper Internet a permis d'éviter une guerre civile. Mais ces mesures affectent largement l'économie du pays. Première victime, les vendeurs de cartes téléphoniques prépayées et les propriétaires de cybercafés. Les gens achètent de moins en moins. On a déjà constaté une baisse de nos revenus. C'est difficile de gagner sa vie maintenant. Les services bancaires mobiles qui permettent d'effectuer des virements par téléphone sont également affectés. Un système pourtant prisé des petits commerçants qui n'ont pas accès aux services bancaires classiques. Quant au milieu financier, ils estimeraient leur perte à quelques 20 millions de dollars quotidiens. Le gouvernement a affirmé qu'Internet et les SMS devraient être rétablis avant la semaine prochaine. C'est la crise la plus grave à laquelle les autorités de transition ont été confrontées au Burkina Faso. La garde présidentielle a finalement fait marche arrière. Elle renonce à réclamer la démission du lieutenant-colonel Zida. Le Premier ministre a eu le soutien de tous les acteurs de la transition. Une manifestation a même été organisée dans les rues de Ouagadougou. Le chef du gouvernement a accepté de renoncer quand elle lui a démantelé cette garde présidentielle, une mesure qui était à l'origine de toutes les tensions. L'actualité en bref dans le reste du continent, englué avec le conflit de Boko Haram. Le Nigeria s'apprête à élire un nouveau président et on votera bien le 14 février prochain. Le Conseil d'État, constitué notamment des candidats à la présidentielle et de hauts dirigeants politiques, a confirmé cette date du 14 février. Des manifestants dans les rues d'Abuja ont défilé aujourd'hui contre un éventuel report des élections. Plusieurs hautes personnalités avaient évoqué ces dernières semaines la nécessité de reporter les scrutins. Le nouveau gouvernement a obtenu la confiance du Parlement en Tunisie, plus de 3 mois après les élections. C'est une large coalition qui arrive donc au pouvoir, dominée par le premier parti du pays, Nida Tounes, mais qui inclut également les islamistes d'Ennahda. Pendant ce temps, le président tunisien s'est rendu en Algérie pour sa première visite depuis son élection. Les Tunisiens ne peuvent pas résoudre seuls le problème du terrorisme, c'est ce qu'a indiqué Béji Caïd Essebsi, tout en saluant la coopération avec l'Algérie voisine. On va s'intéresser à présent à la gastronomie africaine. Si la culture, la musique du continent ont envahi le reste du monde, les plats africains, pourtant savoureux et colorés, restent méconnus. À Paris, par exemple, les saveurs du monde entier s'affichent dans tous les restaurants, mais les cuisiniers d'Afrique noire, eux, restent dans l'ombre. Certains commencent toutefois à se faire repérer. C'est le cas d'Alexandre Bellaola, surnommé le pape de la cuisine africaine. Bangali Touré et Nicolas Germain sont allés tester pour nous sa cuisine. Le plat du jour aujourd'hui, c'est une souris d'agneau avec une sauce saka-saka et des frites de chikwang.
Depuis 20 ans, Alexandre Bellaola officie dans son restaurant de Montreuil. Il marie cuisine européenne et africaine. Ce chef reconnu auteur de plusieurs livres propose aussi des classiques du continent comme le poulet DG camerounais ou le thieboudienne sénégalais. La cuisine, elle est panafricaine. Ça, c'est très important pour moi. Avant d'être camerounaise, elle est d'abord panafricaine. Voilà. Pour lui, plusieurs raisons expliquent pourquoi la cuisine africaine, contrairement à la cuisine asiatique, reste trop méconnue en dehors du continent. Presque tous les produits de la cuisine africaine sont bruts. Donc, il y a un énorme travail de mise en place qui complique effectivement le travail pour les cuisiniers, parce que nous sommes quand même, le temps coûte très cher en Europe. Ce n'est pas le même temps qu'on a en Afrique pour travailler. En salle, la patronne, c'est sa femme Vicky, qui n'est pas dénuée d'humour. Sans papier, c'est entrée plat ou plat dessert. Le charter, la totale, entrée plat dessert. Beaucoup de clients viennent ici depuis des années, et pas seulement pour la nourriture. Vicky arrive aussi à mettre une ambiance un peu spéciale en mettant un conteur qui vient le premier mardi de chaque mois et qui vient nous raconter des histoires où vous avez des enfants qui vont, par exemple, entendre l'histoire du baobab à plumes. Moi, mes enfants m'en parlent encore et ça fait 2 ans qu'ils ont vu ça. De retour en cuisine, Alexandre lance un message. La cuisine africaine a besoin de nouveaux ambassadeurs. Elle a besoin d'exister. Elle a besoin d'être prise en main par de soldats, des gens qui décident de la faire. Alexandre Bellaola espère que son appel sera entendu pour que rapidement la cuisine africaine trouve la place qu'elle mérite au sein de la gastronomie mondiale. Et un mot de la Coupe d'Afrique des Nations avant de refermer ce journal. On ne connaît pas encore le deuxième finaliste qui sera opposé à la Côte d'Ivoire dimanche. Le match a été interrompu en raison d'incidents. On était dans les toutes dernières minutes de jeu. Le Ghana menait 3-0 face à la Guinée équatoriale, le pays organisateur. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur France 24.